Merci Nicolas, bonjour à tous. Alors, je voulais pour commencer dire moi aussi mon plaisir d'être là cet après-midi. Plaisir à un double titre. D'abord plaisir de participer à cette journée d'amitié et journée de recherche pour Patrick Mignon. Je crois que c'est bien dire le rôle qui a été celui de Patrick Mignon pour beaucoup d'entre nous. Ce rôle qui ne s'est pas incarné simplement dans ses articles et dans ses livres, même s'il s'est aussi incarné dans ses articles et dans ses livres, j'y reviendrai, mais qui s'est aussi incarné dans le rôle de passeur, qui a été celui de Patrick, passeur entre les générations, puisque sont réunis autour de lui des gens de tous les âges, passeur aussi, Paul le disait, entre les disciplines. Je pense que Patrick est l'un de ceux qui a permis que les différentes sciences sociales puissent dialoguer autour du sport en général et du football en particulier. Alors évidemment, par ailleurs, vous avez vu le titre de ma communication, c'est un plaisir particulier d'aborder les enjeux d'une histoire du spectacle sportif à travers le cas du Racing Club de Lens, au Louvre-Lens, à côté d'une exposition portant sur le Racing Club de Lens, en face du stade Félix Bollaert-André de Lellis et au sein d'un paysage dont vous aurez peut-être remarqué qu'il porte encore les traces. Vous voyez la cité qui est à côté, vous voyez les deux terrils jumeaux de Los Angeles qui sont en arrière-plan, qui portent encore les traces de ce qui a été longtemps l'histoire de Lens. Donc il est bien évident pour moi cette communication elle a un sens particulier. Alors c'est aussi sur ce sens que je voudrais revenir en insistant également, je le disais, sur ce que m'a appris le fait de travailler sur le Racing Club de Lens, sur le Racing Club de Lens lui-même, mais aussi sur au-delà du Racing Club de Lens. Je pense que l'histoire du club parle aussi de bien autre chose que lui-même. Alors je partirai du présent, c'est-à-dire de ce que j'ai lu il y a quelques jours dans Le Monde, où on pouvait lire une interview de Christophe Salengro, l'un des animateurs de Groland sur Canal+, à propos de son enfance à Lens dans les années 70, interview intitulée, donc qui portait sur la passion de supporters de Christophe Salengro, article intitulé « À Lens, après les mines, il n'est resté que le foot ». J'avoue que le titre de cet article ne brille pas par son originalité. Le traitement de l'ancien bassin minier par le monde en général ne brille pas par son originalité, ça s'est revérifié. Donc des articles de ce type, j'en ai vu des dizaines depuis que j'ai commencé à travailler sur le club. Je les trouve toujours intéressants parce qu'on peut les prendre à la fois de manière négative, enfin de manière, disons, je dirais autrement, très misérabiliste, mais aussi beaucoup plus positive. Ce titre-là, ça peut désigner la passion sportive ou la caractérisation sportive d'une ville qui sinon serait dépourvue de tout autre attribut. Ce que peut vouloir dire ce titre, c'est à Lens, il n'y a rien d'autre que le football. Bon, on est dans un lieu qui montre qu'il y a bien évidemment bien autre chose à Lens que le football. En même temps, ce titre, il dit aussi autre chose. Il dit l'idée que le supporterisme, à Lens particulièrement, serait inscrit dans une histoire sociale et locale longue et que les supporters d'aujourd'hui seraient, en quelque sorte, les héritiers, les continuateurs des mineurs. Alors, ce genre d'image, cette idée qu'à Lens, le football était... à Lens, le passé se continuait dans le présent, je l'ai vu actif dès que j'ai commencé ma thèse, à la fin des années 90. Voilà, pour tout vous dire, j'ai d'ailleurs eu l'idée de commencer mon mémoire de DEA à l'époque, quand le Racing Club de Lens a gagné le championnat de France en 1998. Cette image, en même temps, elle m'a beaucoup posé question comme historienne. Je me suis retrouvée en face, j'ai bien aimé ce que disait Pierre-Michel Menger ce matin, je me suis retrouvée en face d'une antinomie ou d'un dilemme. Est-ce que cette image d'une espèce de RCL éternel, il fallait la suivre et se dire que finalement le Racing Club de Lens, le spectacle offert par le Racing Club de Lens, serait à penser sur l'idée d'une sorte d'éternité, de quelque chose qui se reproduirait, d'une culture minière qui se perpétuerait jusqu'à aujourd'hui dans le spectacle sportif. Vous pouviez avoir aussi une interprétation tout à fait opposée, très déconstructionniste, très critique, qui aurait constitué à dire qu'en 1998 déjà, d'ailleurs, je rappelle qu'à Lens, la dernière mine a fermé en 1986. La plupart des mines ont fermé entre les années 60 et 70. Donc on pouvait penser aussi que finalement cette idée d'un Lens minier, d'un Lens porteur de l'héritage des gueules noires, ça n'était en fait qu'une pure invention d'une tradition, le résultat d'une stratégie d'image de marque mise en œuvre par le club pour se distinguer. Alors comme souvent en avançant, en faisant des recherches, je me suis aperçue qu'en général la réalité ne tenait jamais
dans des antinomies aussi simples, et que l'explication et la description de tout ce qui se jouait au présent et au passé ne pouvait être enfermée dans ce genre d'alternative un peu binaire. Alors j'ai aussi pris conscience que poser ce genre de questions, ça m'a amené à élargir la focale, à poser pas simplement la question de l'histoire du club, de ses joueurs, de ses modes de direction, mais aussi l'histoire du spectacle que le club avait offert, des sens que ce spectacle avait pu recouvrir et de ses participants. Alors, je dois le dire, je dois beaucoup dans cette idée, dans ce que j'ai essayé de développer aussi dans ma tête, je dois beaucoup aux intuitions et aux travaux de Patrick Mignon, je le répète, ce sociologue qui a permis également, qui a aussi été un historien, il faut bien le dire, qui a été aussi pleinement historien, je trouve, dans sa capacité, qui se voit très bien dans La passion du football, à saisir le changement, à saisir le fait que, par exemple, la passion du football n'est pas quelque chose d'éternel et d'immuable, mais, notamment en France, était quelque chose qui avait beaucoup changé. Je dois beaucoup aussi à son article et en général à son tropisme britannique. Patrick Mignon a aussi joué un grand rôle en important toute une série de travaux d'analyse britannique de la culture populaire. Et je pense notamment à son très bel article sur footballisation de la politique et culture du consensus en Grande-Bretagne, qui est une analyse des sens justement du spectacle du football en Grande-Bretagne entre les années 50 et les années 90, qui m'a aussi conduit à développer un certain nombre de choses. Donc c'est en quelque sorte dans cette perspective que je voudrais ici présenter quelques éléments. Alors je ne reviendrai pas sur toute l'histoire et sur tous les éléments du spectacle offert par le Racing Club de Lens. Sur le plan historique, je vous renvoie par ailleurs sinon aux travaux d'Olivier Chauveau, et sur le plan proprement sociologique, au niveau de la sociologie des supporters, je vous renvoie aussi évidemment aux travaux de William Smeetens. Alors, moi, je voudrais juste m'attarder justement sur la question que je posais au départ. Est-ce que le Racing Club de Lens est une éternité ou un changement? Alors, pour ça, je vais prendre deux moments, enfin, je vais partir d'un moment, qui est le moment proprement minier du Racing Club de Lens. Il faut bien dire qu'avant d'être, je ne sais pas moi, un substitut, une survivance, une compensation, le spectacle sportif du Racing Club de Lens a d'abord été un élément dans une communauté minière vivante, active. Ceux-là ont à peu près entre les années 30 et on va dire les années 60. Et alors je me pencherai là sur notamment le sens que prend ce spectacle plutôt après la Seconde Guerre mondiale. En effet, je pense que c'est à ce moment-là que le spectacle offert par le Racing Club de Lens prend une signification nouvelle. Alors d'abord parce que s'achève le processus de popularisation du football, d'ouvriérisation des tribunes. Je pense aussi parce que commence à s'imposer, il s'impose de nouveaux acteurs, à commencer par les communistes. J'ai été très intéressée par ce que disait Jonathan dans le reportage tout à l'heure, Jonathan qui faisait remonter sa filiation communiste à au moins 2 générations. On ne dit pas assez, mais les communistes, à l'échelle lensoise comme à l'échelle nationale, ont sans doute joué un rôle majeur sur le plan pour donner un sens au spectacle footballistique. Et nous disions tout à l'heure à Patrick qu'il manquait des recherches sur ce domaine-là. Il manque encore une vraie recherche sur Miroir du football, sur de très grands journalistes sportifs communistes comme Abel Michéa par exemple. Donc là, il y a des choses à faire. Alors ce rôle des communistes, on le voit bien après 1945 à Lens. Ce sont ces communistes en fait qui, dans leur hebdomadaire, Liberté Sport, les communistes ont leur propre hebdomadaire sportif à l'époque, portent, je pense, une conception ouvriériste, tout à fait novatrice du supporterisme, face à une conception beaucoup plus conservatrice, beaucoup plus élitiste, qui valorise finalement le supporter connaisseur, le supporter de minorité, le supporter fair-play, et qui décrit finalement le partisan trop engagé comme le plus insupportable des spectateurs. Les communistes, eux, ils valorisent le contraire. Ils valorisent le supporter engagé, ils valorisent le partisan. Liberté Sport dit oui, pourvu que le meilleur gagne, pourvu que le meilleur soit de chez nous. Liberté Sport est sans doute aussi le premier hebdomadaire à sculpter les traits stylistiques du Racing Club de Lens. Le Racing Club de Lens, l'équipe du Racing, le spectacle, qui devient une espèce d'image idéalisée de la culture ouvrière minière, porteur équipe porteuse du collectif, de la solidarité, du cran. Donc il y a d'abord ce rôle des communistes. Il y a aussi évidemment, on ne peut pas ne pas le mentionner, l'entreprise minière elle-même. Je rappelle que le Racing Club de Lens a été patronné par
la Compagnie des Mines, puis les houillères nationalisées entre 1934 et 1969. Ça se voit encore dans le nom de son stade. Hein. Enfin, quand vous connaissez l'histoire, c'est quand même assez drôle de voir associer dans le nom que porte aujourd'hui le stade du Racing Club de Lens, Félix Bollaert, donc dirigeant de la Compagnie des Mines de Lens dans les années 30, et André Delélis, je reviendrai sur son rôle, maire socialiste de Lens, sauveur, comme il le disait, du Racing Club de Lens, André Delélis qui ne tarissait pas, qui ne se cachait pas pour dire tout le mal qu'il pensait de la période minière de gestion du Racing Club de Lens. Les deux ennemis éternels se sont trouvés réunis en donnant leur nom au stade. Alors, l'entreprise minière, elle a joué un rôle très important, donc qui est un reflet évidemment du rôle que l'entreprise minière a joué dans la communauté minière à Lens. Elle a joué un rôle, j'ai tendance à penser, quand même plus important qu'ailleurs. Parce qu'après tout, qu'une entreprise contrôle une équipe, à Turin, à Sochaux, bien chez Michelin, c'est un cas en réalité assez fréquent. L'entreprise minière, à partir des années 45-50, elle va plus loin et elle veut contrôler les supporters. C'est elle qui réorganise le supporter club lensois et qui élargit son audience. C'est elle aussi qui édicte une certaine norme de conduite des spectateurs. Effectivement, les spectateurs lensois ne sont pas calmes dans les années 40-50, et les ingénieurs qui dirigent aussi les sections supporters ne cessent de leur dire qu'il ne faut pas insulter l'arbitre, il ne faut surtout pas insulter les dirigeants, il ne faut pas siffler les joueurs, il faut se tenir bien. Donc l'entreprise a eu aussi un rôle en quelque sorte de moralisation du comportement des supporters. Elle a contribué aussi à renforcer encore la définition du style ouvrier du Racing Club de Lens, en valorisant d'ailleurs, c'est assez intéressant à remarquer, exactement le même style que ses grands adversaires communistes. Les deux grands parents du style ouvrier du Racing Club de Lens, c'est quand même assez intéressant, c'est l'entreprise minière et d'un côté et le Parti communiste de l'autre. Alors quand vous êtes historienne, j'ai cet handicap par rapport à mon collègue de gauche. Quand vous êtes historienne, le gros problème, c'est de savoir comment les supporters, les spectateurs des années 40-50 se sont appropriés, ont interprété eux-mêmes ces consignes, ces images stylistiques, ce qu'ils en ont dit eux-mêmes, ce qu'ils en ont gardé. Alors on peut penser que cette co-construction du spectacle, elle a eu un certain succès. Effectivement, les sections de supporters du Racing Club de Lens augmentent manifestement entre les années 50-60. On pourrait dire, alors je pique l'expression à Patrick Mignon qu'il avait importé en France, on a beaucoup dit des stades britanniques dans les années 50 qu'ils incarnaient le parti travailliste en prière, c'est-à-dire cette idée d'une classe ouvrière qui se retrouverait dans les stades comme elle se retrouverait sur le plan politique. Je ne sais pas si le Racing Club de Lens, si le stade Bollaert dans les années 50, c'est le parti communiste en prière. Peut-être pas. Mais c'est pas loin d'y ressembler. C'est-à-dire que le stade, effectivement, est sans doute porteur d'une identité ouvrière. J'avais été en même temps frappée par ce que m'avait dit Richard Kravzik, l'un des anciens joueurs du Racing Club de Lens, qui a longtemps tenu un café à Lens. Parce que si j'ai pas pu interroger les supporters, en revanche, j'ai beaucoup fréquenté les cafés autour du Racing Club de Lens, et qui avait eu une phrase qui n'est pas si facile à interpréter. Il m'avait dit avant c'était des fans, c'était pas des fanatiques comme aujourd'hui. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire sans doute un soutien moins exubérant, moins démonstratif, j'y reviendrai un petit peu, donc qui tient aussi au fait que dans les années 50, il faut le rappeler, il n'y a quasiment que des Lensois dans le stade et très peu d'extérieurs. Donc vous n'avez pas besoin de manifester aussi fort une identité lensoise, puisque vous êtes entre vous. Bon, il tient aussi, je pense au fait que dans les années 50-60, si vous voulez exprimer une identité ouvrière et une identité minière, il y a certes le stade Bollaert, il n'y a vraiment pas que cela. Il y a la politique, il y a le travail, il y a d'autres loisirs, il y a la vie dans les cités minières. Finalement, le stade Félix Bollaert n'est dans les années 50 qu'un support, parmi d'autres, d'une identité politique. Alors, je pense qu'il y a cette question du rapport au spectacle qui n'est quand même pas celui que nous connaissons. Et par ailleurs, je pense que la version du spectacle de ce club des gueules noires, elle n'est pas univoque, elle n'est pas exempte de conflits. C'est pas si homogène et c'est pas si clair qu'on le dit. Un certain nombre de joueurs très stylés, c'est-à-dire de joueurs en apparence tout à fait antinomiques du style privilégié du Racing Club de Lens, sont adorés des tribunes. Je pense à quelqu'un qu'on voit dans l'exposition tout petit, le premier joueur noir du Racing Club de Lens, le Martiniquais Exercès Louis, qui est adoré littéralement des supporters, alors que
Rien à voir, c'est une vraie star. Il n'a absolument rien à voir au style stéréotypé du Racing Club de Lens. En regardant, en creusant aussi cette question toujours très intéressante du rapport entre les joueurs et les spectateurs, on peut voir aussi que les joueurs préférés des tribunes, du moins ce qu'on peut en inférer dans les journaux des supporters, les joueurs préférés dans les tribunes ne sont pas forcément ceux que l'on pense. Certains joueurs d'origine polonaise, évidemment c'est à eux qu'on pense en priorité ici, ne trouvent pas forcément grâce aux yeux des supporters, parce qu'on leur reproche de, justement, d'avoir trop de privilèges, même si c'est des micro-privilèges à l'époque, de se bavaner sur le terrain, comme on dit. À l'inverse, le joueur qui est adoré, là aussi, par les supporters et les spectateurs en soi, entre la fin des années 50 et le début des années 60, le joueur dont j'ai envie de dire qu'il a un style plus minier que les mineurs, alors même qu'il n'a rien à voir, c'est l'Algérien Ahmed Oudjani, meilleur buteur du club, historiquement meilleur buteur du club. Donc il y a aussi tout un moyen de voir que le Racing Club de Lens, ça n'a jamais été cette espèce de totalité homogène dont on pourrait rêver aujourd'hui. Bon, j'insisterai aussi, et c'est un dernier point, sur le fait que les contestations de la part des spectateurs, de la politique des dirigeants, elles sont déjà extrêmement nombreuses. Enfin, il y a des contestations contre les joueurs, auxquels on reproche leurs privilèges, le fait, en gros, d'avoir un emploi à la mine, alors qu'évidemment, ils ne font rien, ils ne peuvent pas faire les deux. Il y a aussi beaucoup de conflits entre les spectateurs et les dirigeants. En général, les spectateurs reprochant aux dirigeants d'avoir une politique trop économique, justement, et de ne pas recruter assez de bons joueurs. Tout ça pour dire que le meilleur public de France a su, dans les années 50-60, se montrer parfois très turbulent et se faire très souvent gronder. On est dans une époque encore très paternaliste, par les dirigeants du Racing Club de Lens. Alors, tout ce que je viens de vous décrire, le Racing Club de Lens d'aujourd'hui est le produit de cette histoire, qui lui offre un répertoire d'images, de souvenirs. Et je pense qu'il faut bien insister sur le fait que cet héritage, cette histoire, il opère désormais dans un tout autre contexte. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans l'exposition, la quasi-totalité des objets et des documents est postérieure aux années 70. Ça peut avoir deux types d'explications. Le premier, c'est que les documents antérieurs n'ont pas été conservés, ce qui est en effet plausible. Le deuxième élément d'explication, c'est que le spectacle change profondément à partir des années 70. Il change pour des raisons nationales et il change pour des raisons locales. Et ce que je voudrais maintenant, c'est exprimer de manière au moins assez rapide un certain nombre d'éléments de ce changement. J'irai assez vite sur un certain nombre d'éléments parce que je pense que mon voisin de gauche y reviendra largement et d'ailleurs beaucoup mieux que je ne saurais le faire. Alors, il y a des changements nationaux, évidemment. On voit bien, notamment à partir de l'épopée des Verts, j'espère que Nicolas ne m'en voudra pas trop, de mentionner Saint-Étienne, on voit bien qu'à partir des années 70, il y a des changements dans les formes de supporterisme, il y a des changements dans les modes de gestion de public et des stades, il y a le changement majeur que constitue la transformation du football en spectacle télévisuel, donc tout ce qui fait qu'entre les années 60 et 70, le football est à la fois dans une période de transition et dans une période en quelque sorte de nouvelle naissance. Alors évidemment, ce changement il est redoublé à Lens pour des questions très locales qui sont la crise industrielle, économique, sociale, culturelle, dans lequel s'enfonce peu à peu ce qui va devenir l'ancien bassin minier à partir des années 70. Alors une crise un peu plus compliquée, mais évidemment Jonathan ne pouvait pas tout dire dans ses interviews, une crise un peu plus compliquée que ce qu'il dit. Tout n'a pas fermé si brusquement, c'est d'abord les mines qui ferment, et un peu plus tardivement, dans les années 80, les industries de substitution. Mais il est vrai que c'est un vrai effet, ça disloque la communauté ouvrière, la communauté minière qui constituait la grande base du Racing Club de Lens. Ça, évidemment, met fin au soutien des houillères nationales, puisqu'elles disparaissent, et avant même de disparaître, elles enlèvent tous leurs attributs sociaux. D'ailleurs, le club perd provisoirement son statut professionnel au début des années 70. Le Racing Club de Lens, il est sauvé, je le disais tout à l'heure, par André de Lélis. Alors André de Lélis qui agissait, qui mettait d'abord des raisons très personnelles, à la fois une volonté très affirmée de prendre sa revanche par rapport aux mines, ça c'était clair, qui mettait aussi une vraie passion du football, ça c'est pas niable non plus. Bon, je pense qu'il agit aussi, on voit beaucoup
à Nantes, à Lille, de municipalités qui, dans ces périodes de difficulté du football français, reprennent, au moins provisoirement, la main sur les clubs. Donc il y a des éléments de changement local. Alors ce sont à la fois ces changements nationaux et ces changements locaux. Je pense que vous pouvez voir agir au sein du Racing Club de Lens, mais j'ai envie de dire, comme partout ailleurs, le déferlement des couleurs sang et or. Si vous avez regardé, on voit quand même qu'il y a des différences. Les photos des années 60 et les photos des années 70-80, je pense que vous pouvez voir une vraie différence. Et elle n'est pas simplement due au fait qu'avant, c'est des photos noir et blanc, et après, c'est des photos couleur. Si vous avez bien regardé les spectateurs dans les années 60, ils sont pour beaucoup en costume. Alors, pas des costumes, mais ils sont en costume. Évidemment, à partir des années 70-80, ils sont dans des costumes relativement différents. Alors, de manière très générale, mais là, je me contenterai de renvoyer aux travaux de William Sweetens, le supporterisme en soi se modifie profondément. Il se modifie dans son organisation, avec différentes étapes sur lesquelles je ne vais pas revenir maintenant, mais sur lesquelles on pourra revenir éventuellement dans la discussion. Il se modifie aussi, c'est extrêmement important, géographiquement. C'est-à-dire que le supporterisme lensois des années 50, c'est un supporterisme, c'est d'ailleurs assez logique, de Lens et des cités immédiatement environnantes, avec un petit peu les villes minières autour, mais c'est Lens et 10-15 km autour. Surtout quand à l'époque, les ouvriers ont peu de voitures. Peu à peu, ce supporterisme lensois, il se dilate. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il recouvre très largement les limites de la nouvelle région Hauts-de-France, Nord, Pas-de-Calais, Picardie, on va y arriver, qui en fait est l'aire d'influence d'un Racing Club de Lens, alors pas simplement lui, de son grand rival lillois, mais qui est aussi l'aire potentielle d'attraction du Racing Club de Lens. Donc un supporterisme qui change, une image du club qui se modifie. C'est vraiment dans les années 70 que va se construire une nouvelle image idéale du Racing Club de Lens, le petit club modeste face aux grosses cylindrées. Alors, c'est pas ce que voulaient forcément les mineurs dans les années 50, mais le club formateur, quand bien même cette dimension de formation est en fait assez relative. On va voir se réactiver le style minier, l'équipe de courageux, de solidaires, alors pour des raisons là aussi qu'il faudrait explorer. Et enfin apparaît, ce qui n'existait pas dans les années 50-60, cette idée du meilleur public de France. C'est-à-dire en quelque sorte une idéalisation qui là ne concerne pas seulement l'équipe, mais va concerner aussi le public. Alors beaucoup plus structurellement encore, et c'est là-dessus que je terminerai, très profondément, je pense que le sens du spectacle change. Je l'ai dit pendant longtemps, le Racing Club de Lens n'a été, je pense, qu'un élément parmi d'autres d'identification pour les Lensois. Enfin, du moins entre les années 30 et 45 ans, je pense que c'est cela. Désormais, et alors je trouve les passages de l'entretien avec Jonathan sont par plein de côtés très intéressants, très beaux aussi. Et je pense que ce que dit Jonathan montre bien, désormais le stade est devenu bien davantage un des lieux majeurs, un des creusets de définition d'une identité lensoise, nordiste, on ne sait pas toujours très bien. En quelque sorte, ce ne sont plus seulement les appartenances extérieures qui structurent le stade, ce n'est plus seulement les mineurs qui occupent le stade et qui se reflètent dans le stade, c'est désormais le stade qui fait appartenance, qui crée l'appartenance. Alors dans la fabrique de cette appartenance, on peut voir jouer des éléments très divers. Il y a des éléments très nouveaux en fait. Cette image idéalisée du Nord, au Nord, la chanson au Nord, c'était les corons. Jamais vous l'entendez évidemment dans les tribunes dans les années 50-60. Cette image un peu bienvenue chez les ch'tis. Là, ce sont des constructions en réalité très contemporaines, comme l'est l'opposition Paris-Province qu'on retrouve, mais à Lens, mais aussi évidemment bien ailleurs. On a aussi des éléments d'identité minière, alors qui valent d'interroger les modes de transmission familiale. Et là aussi, ce que dit Jonathan du passage du grand-père, du père à lui-même, je trouve est très intéressante. L'idée d'une fierté, d'une dignité sportive qui renvoie à la très vieille exigence de dignité qui émane du monde ouvrier. Alors, une des références minières qui peuvent, bon, je pense à certains passages du livre de William Sweetens, qui avait été, je trouve, très intéressant sur ce point, un rapport à l'identité minière qui, par ailleurs, peut être approprié très différemment par les supporters.
qui peut être, je pense, vécu de manière, qui peut être aussi quelquefois, ou qui a pu au moins au début être critiqué par un certain nombre de groupes ultra, en tous les cas quelque chose qui est aussi plus complexe que ce qu'on pourrait penser. Disons, pour terminer, j'ai envie de dire que on voit bien à quel point aujourd'hui le spectacle offert par le Racing Club de Lens est devenu l'un des lieux, mais là j'empiète directement sur l'hypothèse majeure de Ludovic, donc je vais m'arrêter immédiatement là, est devenu un lieu de reformulation des identités locales, fier d'être lensois comme fier d'être marseillais, des identités locales qui ne sont en même temps pas seulement locales, mais qui ont également des sens sociaux et culturels. Alors juste une dernière remarque, et là, finalement j'ai terminé en insistant sur le rôle de passeur et sur le rôle amical qu'avait joué Patrick Mignon. Je vais terminer en disant que cette journée le manifeste encore. Je discutais tout à l'heure avec Bérangère Ginaud, qui va intervenir tout à l'heure, et nous disions que cette idée, ce que je viens de vous tracer à la hache, cette idée qu'il y aurait un premier âge du spectacle sportif, en gros, années 40, 50, 60, et un deuxième âge à partir des années 70, elle mériterait sans doute encore d'être complexifiée. Je pense que c'est ce sur quoi Ludovic va revenir aussi, c'est-à-dire qu'entre les années 70 et les années 2010, ont changé énormément de choses. Entre le moment, j'ai envie de dire, où j'ai commencé à travailler sur le Racing Club de Lens en 1998, et aujourd'hui, on voit bien qu'un certain nombre de choses ont changé, et là aussi, je terminerai d'ailleurs par là, quand vous êtes historien, vous êtes habitué à considérer que vous ne travaillez pas sur le passé, ce qui est absurde, mais vous travaillez sur les hommes dans le temps. Donc ça n'a rien de, j'ai envie de dire, de dramatique que le Racing Club de Lens change. Le Racing Club de Lens a beaucoup changé tout au long de son premier siècle d'existence. Il n'a jamais été le même. Le club de 1906 n'est pas celui de 1937, n'est pas celui de 1956, et a fortiori ni celui de 1998, ni celui de 2015. Et je trouve quand même tout à fait passionnant de pouvoir désormais se demander ce que va devenir le spectacle offert par le Racing Club de Lens au XXIe siècle, dans une ville qui désormais se détache peu à peu, quoi qu'on fasse, de ses racines minières, et à qui il reste, comme son club de football d'ailleurs, à se réinventer. Je vous remercie.